Bonjour à tous. Notre sujet aujourd'hui concerne les programmes internationaux d'assurance et leur utilisation pratique par les risk managers. Nous allons vous présenter des retours d'expérience sur le sujet de leur mise en place, sur le sujet également de leur application en cas de sinistre. Nous allons aussi tenir compte des nouvelles exigences des assureurs pour que chacun puisse s'interroger sur l'avantage financier de son programme et sur la fameuse contract certainty qu'il est censé apporter au regard des côtés plus incertains comme la gestion de certains sinistres. À titre d'exemple, le Brexit aujourd'hui pose quelques questions d'application de ces programmes internationaux et les délais deviennent assez courts puisque que ferons-nous dans 50 jours s'il n'y a pas d'accord? Pour traiter de ces sujets, un parterre d'éminents spécialistes, Renaud de Pressigny, qui est le directeur général de la compagnie d'assurance QBE, Françoise Barjou, qui est en charge des sinistres dommages chez Marsh, et Vladimir Rostand-Dacézune, qui dirige le cabinet DAC Beechcroft. Voilà, je vais leur passer la parole, et Renaud va commencer en nous expliquant quelques règles de base des programmes internationaux. Et ensuite, Françoise prendra la parole pour l'illustrer immédiatement avec des exemples de sinistres. Bonjour à tous, merci Anne-Marie, c'est un honneur que d'être avec vous pour un sujet que d'aucuns pourraient considérer comme classique et rebattu et qui démontre tous les jours que c'est un sujet compliqué et un sujet qui évolue de façon permanente. Je vais vous présenter, ou plutôt vous rappeler rapidement deux points. D'abord, les principes qui gouvernent les programmes internationaux et ensuite les limites de ces programmes à l'épreuve des contraintes locales et des réglementations internationales. Donc là encore, il s'agit pour l'essentiel de rappel. Les programmes internationaux ont été inventés pour faire face et pour accompagner la globalisation des entreprises qui, qu'il s'agisse de grands groupes du CAC 40, mais aussi de plus en plus d'ETI ou de PME, se sont projetés à l'international et ont de plus en plus d'implantations hors de France. Donc le concept qui a été inventé par les acteurs du marché, c'est de doter l'ensemble des entités d'un groupe de couverture identique, qu'il s'agisse de leur étendue ou qu'il s'agisse de leur montant, et avec un aspect important également qui est de placer ces couvertures auprès d'assureurs dont la solvabilité est contrôlée, non seulement en centrale, au pays du siège, mais aussi dans les différents pays d'implantation. Avantage évident, sécurité pour l'ensemble des entités d'un même groupe, puisqu'on les dote des mêmes couvertures une fois encore, étendue des garanties et sécurité aussi des contreparties. Et le deuxième avantage, c'est aussi un élément de plus en plus important en matière de communication financière. Ça permet vis-à-vis des actionnaires comme vis-à-vis du conseil d'administration de donner les assurances, sans mauvais jeu de mots, ou en tout cas le confort nécessaire sur la façon dont les risques d'un groupe sont garantis où qu'ils soient situés. Donc ça, c'est le concept. Malheureusement, comme tout concept, à l'épreuve des faits, il rencontre un certain nombre de limites. D'abord, toutes les garanties d'assurance ne sont pas disponibles dans tous les marchés du monde. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays dans lesquels les garanties de responsabilité civile professionnelle ou dans lesquels les garanties de risque cyber ne sont pas disponibles, ou en tout cas pas de la même manière que dans notre marché. Deuxième limite, les pratiques de marché diffèrent. On peut citer par exemple, une fois encore, la responsabilité civile professionnelle. Vous savez qu'en France, elle est généralement couverte dans une police de responsabilité civile générale. Dans beaucoup d'autres marchés, notamment les marchés anglo-saxons, ce concept n'existe pas. Il s'agit nécessairement de garanties séparées. On peut donner un autre exemple, comme le recours des voisins et des tiers, qui, là encore, en France, est garantie d'usage dans une police de dommages. Ça n'est pas le cas dans beaucoup d'autres marchés. Autre limite, des pays dans lesquels il y a des assurances locales obligatoires ou à l'intérieur de contrats d'assurance, des garanties qui sont obligatoires. On peut par exemple donner l'exemple en France des catastrophes naturelles. Donc ça veut dire que dans certains cas, les garanties vont être imposées par la législation locale. Dans d'autres cas, elles n'existeront pas parce qu'il n'y aura pas ces obligations d'assurance. On peut donner l'exemple de la responsabilité civile décennale qui résulte, comme on le sait, de la loi Spinetta et qui n'existe quasiment pas dans les autres marchés,
à part dans quelques autres marchés européens. Autre argument qui limite la mise en œuvre du concept, tous les marchés n'ont pas nécessairement les capacités locales adéquates. Vous savez que la plupart des grands groupes achètent des limites d'assurance de responsabilité qui se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards. Il est évident que beaucoup de marchés, notamment dans des pays émergents, n'ont pas la capacité à mobiliser des limites aussi importantes. Dernier exemple également, vous savez que dans certains pays ou certains États américains, la liberté contractuelle est contrainte. On sait par exemple aux États-Unis qu'il faut que le régulateur de l'État approuve un wording pour que cette police puisse être souscrite par un assuré. Donc, entre ce concept et les contraintes locales, qu'est-ce que ça impose? Ça impose ce montage de programme qui combine à la fois des polices locales, qu'elles soient intégrées ou pas, on reviendra sur cet aspect plus tard, et des police masters ou umbrella, et les mécanismes que vous connaissez tous, donc une garantie soit en différence de conditions et ou en différence de limite sur la première ligne, et des lignes excess, surtout en responsabilité, mais aussi en dommages, qui permettent d'acheter une capacité maximale. Donc, par rapport à ce concept de programme qui mélange donc master et police locale, est-ce que c'est la panacée? Est-ce que ça résout 100% des problèmes? Eh bien non. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de pays qui autorisent l'assurance non admise, donc l'assurance d'un risque si dans un pays A par un assureur si dans un pays B. C'est notamment le cas au sein de l'Union européenne ou de l'espace économique européen de la liberté de prestation de services. A contrario, il y a, comme vous le savez également, beaucoup de pays qui prohibent cette assurance non admise. Ça veut donc dire que ce principe de différence de conditions, différence de limites, dans un pays qui prohibe l'assurance non admise, il ne fonctionne pas. En tout cas, légalement, il ne peut pas opérer sans risque, dont on parlera plus tard. Idem pour les lignes excess. Quand on achète plusieurs centaines de millions d'euros, on pense avoir résolu le problème par la différence de conditions et la différence de limite. Une fois encore, ça n'est pas 100% à l'épreuve des faits. Une ligne excess ne pourra pas intervenir à partir de la France, pour prendre notre cas, dans les pays qui prohibent l'assurance non admise. Autre point dont on reparlera ultérieurement, les sanctions internationales. Quand vous avez un pays ou des personnes qui sont frappées de sanctions, le programme international trouve ses limites puisqu'on ne pourra pas verser l'indemnité dans ces pays ou à ces personnes. Et puis on a rajouté aussi une nouveauté, on a dit demain, en fait ça existe depuis 2018, donc c'est BEAT qui est Base Erosion and Anti-Abuse Tax, c'est une Trumperie. Donc Donald Trump a fait voter cette loi fin 2017, elle a été mise en application dès 2018. Et depuis 2018, toutes les réassurances, les cessions en réassurance à partir des États-Unis vers des pays tiers sont taxées. Alors il y avait déjà une excise tax qui est de mémoire de 1%, mais on y rajoute l'an dernier 5%, en 2019 et jusqu'en 2025 10%, à partir de 2025 12,5%. Donc sur des cessions substantielles, ça commence à coûter cher et ça peut remettre en cause l'intérêt économique de la cession de réassurance. C'est du protectionnisme non déguisé, mais c'est encore une limite effectivement tout à fait récente sur la mise en œuvre des programmes internationaux. Donc les conséquences de ces contraintes, quand on est dans un groupe avec un siège et des filiales, ça pose des problèmes sur la refacturation des primes. Déjà, quand on refacture une prime à une filiale qui est dans un pays qui prohibe l'assurance non admise, on révèle qu'on fait quelque chose d'illégal, on révèle qu'on va assurer effectivement ce risque. Également, si ces primes sont payées par la filiale, elles ne seront a priori pas déductibles, puisqu'elles viendront en fait alimenter une garantie prohibée par les autorités locales. Et évidemment, en cas de sinistre, ça pose le problème du paiement de l'indemnité. On ne pourra pas, à peine de taxation et d'autres risques que je vais évoquer plus tard, payer l'indemnité en local. Donc comment peut-on faire pour régler ce sinistre au titre de la master quand il ne peut être versé à l'entité du pays concerné? Justement, ces risques. Donc en cas d'assurance non admise prohibée, donc en cas d'assurance dans un pays qui prohibe le non admis, ou sur une branche, puisque vous savez que dans beaucoup de pays, ça n'est pas général, mais ça peut être effectivement différencié par branche d'assurance. Donc le premier risque, c'est la requalification du contrat d'assurance. Vous n'avez pas le droit d'assurer, donc ça veut dire que le contrat perd sa nature de contrat d'assurance. On tombe dans le droit commun. On sort dans beaucoup de pays du cadre légal
des contrats d'assurance, et ça pose évidemment un problème. J'ai parlé de la non-déductibilité des primes, pardon, je n'y reviendrai pas. La taxation de l'indemnité, on a connu certains sinistres payés à partir du siège dans la filiale qui, arrivant dans le pays, se sont fait taxer à 25%. Et c'était, dans le cas d'espèce, une indemnité de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ce sont des ponctions qui peuvent être très substantielles. Risque majeur pour l'assureur, risque de retrait de sa licence, soit dans le pays du risque, soit aussi dans le pays du siège, si le régulateur du pays du siège est averti de ce breach. Le courtier, ils sont nombreux dans la salle, peut aussi être mis en cause pour défaut de conseil. Et last but not least, il peut y avoir aussi des sanctions pénales qui peuvent être prononcées à l'encontre de l'assuré local, à l'encontre de son courtier local, à l'encontre de l'assureur. Donc ça peut effectivement être tout à fait prohibitif. Dernier point sur les limites, on verra ensuite les solutions que le marché a pu développer, et notamment la fameuse clause FINC, Financial Interest Clause. D'aucuns ont dit, génial, avec une clause FINC, je peux contourner les sanctions. Évidemment non. Les sanctions internationales, elles s'imposent à tous, elles s'imposent à tous les acteurs de la chaîne, à l'assureur, au courtier, à l'assuré. Comme vous le savez, elles peuvent être prononcées soit contre des pays, soit contre des secteurs d'activité des pays concernés, des entreprises qui sont ciblées ou des personnes physiques qui sont identifiées. Elles peuvent être décidées par les organisations internationales ou par différents États. Vous avez évidemment des sanctions prononcées par les USA, par l'Union européenne, mais vous avez toute une série de sanctions qui émanent du Royaume-Uni, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie. Donc ça fait un portefeuille de sanctions assez important, assez complexe, émouvant, et qui sont une fois encore impératives. Deux mots peut-être sur les sanctions américaines, parce que certains assurés ou certains courtiers ou certains assureurs pensent qu'elles peuvent éventuellement être optionnelles. Vous en avez en fait de deux types. Vous avez les sanctions dites primaires, qui s'appliquent à toutes les entreprises qui ont un lien de rattachement avec les États-Unis. Donc un lien de rattachement, c'est évidemment une filiale aux États-Unis, mais pas seulement. Le simple fait de faire des transactions en utilisant le dollar US vous expose à ces sanctions et vous interdit donc de commercer ou d'assurer un risque dans un pays pour lesquels les États-Unis ont prononcé une sanction. Il peut y avoir aussi cette notion de bien. Si vous vendez des biens qui comportent une part importante d'équipements en provenance des États-Unis, vous serez frappé, ou en tout cas vous serez contraint par ces sanctions primaires. Il y en a d'autres qui sont dites secondaires, qui sont une condition pour commercer avec les États-Unis. Elles ont un impact sur les entreprises, quand bien même les entreprises n'ont pas un lien de rattachement, comme évoqué ci-dessus, avec les États-Unis. Donc elles sont potentiellement très très larges, et une fois encore, quelle que soit l'ingénierie, l'ingéniosité et l'intelligence des différents acteurs du marché, on ne peut absolument pas, merci beaucoup Anne-Marie, on ne peut absolument pas contourner ces sanctions qui sont impératives. Voilà, rapidement brosser les principes des programmes et leurs limites. Et Françoise va maintenant nous parler de la vie quotidienne et de la gestion des sinistres confrontés à cet environnement local. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais évoquer quelques exemples. Ah oui, t'avais remarqué, oui. Je passais ça. Non, c'est bon. Évoquer quelques exemples pragmatiques, mais je vais déjà rester un petit peu sur l'environnement local pour reparler un petit peu de cette forte imprégnation de protectionnisme et de l'accroissement de la rigueur sur les réglementations fiscales. Alors, quelques cas génériques. Je vais commencer par ceux qui vont intervenir et qui vont contrarier la recherche que nous avons tous d'avoir une homogénéité dans les contrats. Les garanties obligatoires, Renaud en a parlé tout à l'heure, ça va être essentiellement des garanties CAT. Bon, très très rarement, voire quasiment jamais, des garanties qui sont supérieures à la police de base. Des clauses qui peuvent être refusées sous couvert d'interdit local. C'est plutôt des clauses de garantie de frais et pertes telles que les honoraires d'experts, la valeur à neuf ou les pertes indirectes.
Et enfin, la good local standard, qui est une solution facilitatrice, mais qui n'est pas conforme à ce que l'on souhaitait dans le contrat de base. Alors, je reviens sur la particularité évoquée par Renaud, hein, c'est-à-dire la différence de droit selon les États aux États-Unis, qui oblige à avoir un contrat par État. Alors, un autre point qui est peut-être plus compliqué, c'est la rétention locale. La rétention locale va reposer pour l'essentiel sur la communication. Il est nécessaire et important que l'on arrive à coordonner les actions de chacun, sachant que l'on va multiplier les intervenants. Il est important d'essayer de sensibiliser un acteur qui n'est pas concerné par les intérêts du groupe dans la globalité, qui n'est pas concerné non plus par éventuellement des interactivités ou des interdépendances dans l'activité. Donc c'est un milieu où il faut qu'on arrive à composer, à convaincre pour arriver à nos fins et satisfaire le client. Ensuite, une particularité qui, elle, est, je l'espère, anecdotique, le contrôle du chiffrage par l'autorité de tutelle. Bon, c'est pas bloquant, mais c'est assez particulier et ça va intervenir vraiment dans la phase finale du dossier. Enfin, troisième point, et là c'est du binaire, le cash before cover, le signe before cover ou la validation des contrats par l'autorité de tutelle. Donc, c'est assez simple. Si l'une de ces trois conditions, le paiement pour le premier, la signature du contrat pour le second ou la validation pour le troisième, il n'y a pas de garantie locale. Aucun assureur ne sera autorisé à intervenir directement auprès du site sinistré. Selon la construction du programme international, il pourra y avoir une compensation financière via la maison mère si on arrive à déterminer un préjudice qui lui est dû par l'affectation de sa filiale. Une fois résolues ces contraintes réglementaires, une fois résolues ces contraintes complémentaires, il faut que l'on considère le contexte culturel, les us et coutumes. Alors, je vais rester sur le phénomène du contrat proprement dit, le wording. Donc, une fois qu'on a passé les contraintes évoquées tout à l'heure, il y a le phénomène de la compréhension des intentions des parties. Donc, en cela, on peut se heurter à des défauts de traduction. Là, par évidence, on va dénaturer le contrat. Ou alors même face à une traduction qui est parfaite, se trouver opposé à une divergence d'interprétation. Bon, le cas le plus caricatural va être sur un incendie causé par un fumeur dans un local industriel qui pourra être géré par l'assureur local au travers d'une garantie Green Machine. Alors pour cela, certains assureurs travaillent encore sur la rédaction de lexique pour éviter ces écueils. Autre point, les facteurs humains. Et l'homme est un acteur très important dans les métiers d'assurance. Alors, je dirais l'homme avec un grand H. Hein. Et il faut concevoir que selon les pays, on n'a pas nécessairement une égalité dans les compétences et la maturité de la connaissance assurance. Bon, c'est du factuel. Ensuite, il y a des méthodes d'instruction de sinistre qui diffèrent. L'expert assuré est rarement présent, voire même dans de nombreux pays, totalement inexistant. Le courtier, également, lorsqu'il n'est pas dans un réseau intégré, va peut-être moins intervenir dans la gestion du sinistre. Et enfin, l'assureur qui, lui, va tendre à déléguer la gestion du sinistre à un loss adjuster, qui aura charge non seulement de vérifier la matérialité du sinistre, mais aussi d'appliquer le contrat. Donc ce sont des gens très compétents, très brillants, mais qui sont coupés de l'historique du contrat, voire a fortiori de l'intention des parties. Autre point important, les capitaux et la déclaration des valeurs. Bon, nous avons notamment en France l'habitude d'une certaine tolérance en la matière.
par le biais du report des capitaux, de l'ajustabilité en perte d'exploitation, ou alors des clauses qui sont dédiées, telles que erreur ou omission. Ça n'est pas le cas partout dans le monde, et même au contraire, les limites d'intervention de l'assureur vont être rigides et s'arrêter à la déclaration des capitaux par nature. Donc là, il est peut-être prudent de rajouter des lignes de déclaration en termes de nature, puisque nous avons une définition du bien immobilier dans notre Code civil qui, par évidence, n'est pas universelle. Par la suite, le suivi financier, la phase indemnisation, parce que malgré tout ça, on y arrive. Hein. Donc, il faut qu'on arrive à contrôler la capacité de l'assureur local. Bon, généralement, on s'en préoccupe avant la fin du sinistre, mais c'est au moment de l'émission des règlements que ça devient très important. La devise, Renaud a fort bien développé dans son chapitre sanctions les contraintes liées au paiement en dollars. Il y a également des devises locales qui n'ont pas de valeur en dehors des frontières dans lesquelles elles sont utilisées habituellement. Le taux de change, bon, on est dans un secteur d'actualité avec le bolivar, hein, une monnaie qui, selon certains, a fluctué de près de 20% par an et qui, aux dernières nouvelles, prévoirait une dévaluation encore de 31,75%. Toujours dans le suivi financier, le recours. Alors le recours, c'est une pratique à laquelle nous sommes rompus sur le marché, à minima sur le marché français. C'est quelque chose qui est moins facile à apprécier selon les contrées du monde. Et parfois, il faut s'opposer à une différence culturelle. Certains pays ont un sens du garder la face qui est très très fort. Et une mise en cause, même dans une responsabilité contractuelle, porte atteinte à la dignité de la personne morale, voire physique. Par ailleurs, l'expertise contradictoire n'existe quasiment pas. Nous sommes obligés de transiter plutôt par des procédures judiciaires et laisser le pouvoir de statuer des responsabilités, voire des quantums, aux juges souverains. Donc, ce sont des opérations qui sont très longues et qui sont très coûteuses. Il est essentiel qu'il y ait une concertation étroite entre l'assuré, l'assureur et le courtier pour valider et convenir d'une action ou pas en fonction de l'équilibre financier. Alors là, je vais parler d'exemples de sinistres. À commencer par un sinistre aux États-Unis qui a touché un grand industriel qui a des activités de production, transformation, négoce, et qui a été victime d'un sinistre majeur donc aux États-Unis. Le tout avec un programme d'assurance intégré bien bordé, avec des biens détruits, des biens bâtiments, des biens matériels, des biens marchandises, une perte de chiffre d'affaires sur le site puisqu'il y a eu un arrêt total d'activité et quelques incidences en CBI par ailleurs dans le monde. Alors dans l'instruction du dossier, reconstruire, remplacer, ça peut sembler être une chose simple. Eh bien, nous avons des habitudes, notamment en France, de dire que la police dommage est mobilisable dès lors qu'un bien assuré est affecté par un fait dommageable non exclu. En l'occurrence, aux États-Unis, mais ça existe souvent par ailleurs, la police dommage est mobilisable dès lors qu'un bien assuré affecté par un fait dommageable non exclu est réparé ou remplacé. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que le droit à indemnisation ne vaut que s'il y a réalité de remplacement ou de réparation. Alors, bon, ça occulte notre système de valeur à neuf avec une phase indemnité immédiate et une phase indemnité différée, mais nécessairement ça rallonge considérablement le temps de gestion. Et ça prive aussi l'assuré potentiellement d'une avance de trésorerie,
puisque la réalité de son dommage ne sera vérifiée que lorsque la facture pourra être présentée à l'assureur. La mise en conformité, c'est un point qui est de plus en plus important dans les contrats et dans les remises en état, puisqu'elle n'est plus limitée à la remise aux normes techniques. Elle va bien au-delà. On a des mises aux normes environnementales. Et en vérité, c'est une garantie qui se veut interagir avec un droit de reprise d'activité. Alors, le secteur de mise en conformité aux États-Unis, il n'est pas simple. Il est soumis à de multiples autorités qui n'ont pas forcément de passerelle entre elles. Et notamment sur le bâtiment, nous ne sommes pas sur des autorisations globales, mais une autorisation par bâtiment. Enfin, en arrêt d'activité, perte de chiffre d'affaires sur site. Là, nous sommes sur une activité très spécifique, avec des compétences rares et un assuré qui a voulu, sur une partie de ses collaborateurs, conserver la rémunération de ses collaborateurs jusqu'à la reprise d'activité, pour ne pas être en déficit de main-d'œuvre au moment de sa reprise. D'où l'importance de ce que j'évoquais tout à l'heure sur les déclarations des valeurs. Une valeur qui est déclarée uniquement en marge brute aux États-Unis n'inclut pas les salaires. Les salaires aux États-Unis, c'est une charge variable. Chez nous, c'est une charge fixe. Donc, selon le pays, on va avoir les variations qui vont s'interposer. Donc il est important, encore une fois, d'être très précis sur les déclarations de capitaux. Et enfin, la CBI, il n'y a pas d'autre alternative que de transiter à nouveau par la police de la maison mère et par la master. Autre exemple, alors pareil, un industriel français, mais qui lui a des implantations un peu partout dans le monde, mais avec essentiellement un facteur africain. En l'occurrence, sinistre majeur sur une de ses filiales africaines. Donc l'Afrique a créé le code CIMA, où il y a nombreux adhérents. Je crois que nous sommes au nombre de 15 aujourd'hui. En l'occurrence, le sinistre a touché un pays adhérent au code CIMA, avec une rétention obligatoire. Donc, sinistre majeur, besoin de reconstruire, décontaminer, arrêt d'activité et CBI. L'instruction du dossier. Alors là, on a rencontré d'autres difficultés qui étaient la compétence, puisqu'on a touché du matériel qui était vraiment très très sophistiqué, et il a fallu dépêcher un expert depuis la France. Donc expert depuis la France qui a dû travailler avec l'expert de l'assureur local, avec l'expert de l'assureur de la rétention, donc ça multiplie les intervenants. C'est compliqué d'arriver à avoir une bonne communication et une bonne coordination dans ces cas-là. Autre phénomène, la décontamination. La décontamination était méconnue dans le pays en question. Donc, la même chose, charge de communication, arriver à convaincre de l'intérêt de la prestation, qui en l'occurrence était essentielle pour la reprise d'activité. Et une fois arrivé à cette fin, il a fallu dépêcher encore des prestataires depuis la France qui sont restés sur le territoire pendant plusieurs semaines. Alors logistique, c'est pas franchement un problème. En l'occurrence, lorsqu'il faut rémunérer ces prestataires, c'est un petit peu plus compliqué parce que la monnaie locale, on l'a vu tout à l'heure, reste utilisable en local. Le CBI, on s'est confronté au même sujet que pour les États-Unis, c'est-à-dire pas d'autre solution que de transiter par la master. Et puis un autre point qui apparaît essentiel en termes d'indemnisation, c'est que s'il y a des parts qui ne sont pas assurées par la police de rétention, par évidence, elles ne sont pas réassurées par la police master. Donc il faut trouver les solutions adéquates. Et en termes de solutions, je pense que Renaud a quelques projets à vous présenter.
Merci beaucoup Françoise. Effectivement, tout à l'heure, j'ai brossé un tableau qui était plutôt négatif avec l'ensemble des contraintes et des limites qui se heurtent au concept de programmes internationaux. Depuis quelques années, le marché a travaillé, et là encore c'est une collaboration étroite, courtiers, assureurs et clients, pour développer un certain nombre de solutions. Elles sont nombreuses. Je ne parlerai que de 3 solutions. D'abord, travailler sur le montage, en revenant sur les différents montages intégrés ou pas. Ensuite, en travaillant sur l'adéquation des polices locales par rapport aux risques locaux. Et la 3e solution, la fameuse clause Fink. Donc le montage, traditionnellement et depuis longtemps, on oppose les programmes intégrés et les programmes non intégrés. C'est parfois un débat qu'on pense philosophique, théorique. En fait, non, parce que, et on va le rappeler, il y a des différences importantes lors de la gestion du sinistre entre ces 2 types de programmes. Le programme non intégré, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien de réassurance entre la police locale et la police master. Ça veut donc dire que l'assureur du pays du siège va intervenir uniquement au titre de la différence de conditions par rapport à la police locale ou par rapport à la différence de limites. Dans le cadre d'un programme intégré, l'assureur master est en même temps réassureur des polices locales, bien entendu partout où c'est possible, dans les conditions dans lesquelles c'est possible. Notre conseil, c'est évidemment de privilégier cette 2e catégorie, puisque en étant réassureur, l'assureur du pays siège, du pays du siège, l'assureur master, peut déjà influencer l'étendue, voire les limites des garanties locales. Il peut aussi influencer la façon dont le sinistre va être instruit, donc intervenir de façon tout à fait directe en sa qualité de réassureur dans la gestion du dossier. Il va également pouvoir participer à la décision d'indemnisation, non seulement en quantum, mais aussi sur la mise en œuvre des garanties. Donc pour nous, c'est un point important. À chaque fois qu'on mobilise la différence de conditions, évidemment, on s'expose à tous les risques que j'ai rappelés tout à l'heure dans les pays qui prohibent l'assurance non admise. Donc ça, c'est le premier axe, là encore relativement classique. Le 2e axe, qui a été mis en œuvre depuis quelques années, à la suite notamment de retraits de licence et autres catastrophes que j'évoquais tout à l'heure, c'est un travail sur les polices locales. Vous savez qu'il était d'usage à l'origine des programmes internationaux de mettre en place, par exemple en responsabilité civile, la même limite et le même type de garantie, quel que soit le pays. Donc typiquement, on mettait en place une police locale avec 1 ou 2 millions de dollars ou d'euros de limite, avec des garanties standards qu'on nomme généralement Good Local Standard. Alors on faisait une exception traditionnelle aux États-Unis parce que tout le monde était bien d'accord sur la spécificité du risque nord-américain, mais partout dans le reste du monde, quelle que soit la taille de l'entité, quel que soit le pays, quel que soit le contexte juridique ou juridictionnel local, c'était one size fits all. En dommages, il était aussi d'usage de mettre en place une garantie dommage en péril dénommé, là encore de façon tout à fait homogène, sans vraiment se préoccuper de l'adéquation entre le risque local et les garanties. Donc le travail qui s'opère maintenant en coordination avec le courtier et le client, c'est déjà d'essayer d'adapter les limites des polices locales au profil de risque local. Je pense évidemment au risque de responsabilité, mais c'est aussi vrai sur des risques tels que les catastrophes naturelles. Et puis le 2e travail, il va être sur l'étendue des garanties et il va avoir comme objectif d'injecter localement, partout où c'est possible, des extensions du type responsabilité civile professionnelle ou bris de machine ou autres extensions de garantie qui permettront, autant que faire se peut, d'améliorer l'adéquation entre la police locale et le profil de risque de l'entité. Alors bien entendu, ce travail a une limite. Quand on étend les limites locales et quand on étend les garanties locales, on a une fâcheuse tendance à accroître la prime. Donc il faut que la filiale puisse supporter le prix de la police locale. Il faut aussi que l'assureur soit en mesure de délivrer ces extensions de garantie ou ces augmentations de limites par l'intermédiaire de son réseau ou par l'intermédiaire de son correspondant. La 2e limite, elle est technique, c'est le cumul des garanties.
Quand on a X fois 2 millions, on peut arriver à le gérer. Il y a même des clauses qui permettent de gérer ça dans le cas d'une police master. Si les limites locales sont plutôt en dizaines de millions, il y a un vrai problème de gestion de cumul pour l'assureur, ses co-assureurs éventuels. Et puis, la limite de cet exercice, c'est que il faudrait, théoriquement, si on voulait contourner complètement la problématique du non-admis, dupliquer en local ce qui existe en centrale. Mais on imagine bien qu'un grand compte qui achète 1 milliard d'euros de limite RC ne va pas se retrouver avec 50 ou 60 ou 70 polices locales d'1 milliard. Déjà, il faudrait trouver ses capacités et le marché ne pourra jamais délivrer cette garantie cumulée dans l'ensemble des pays. Donc c'est une démarche qu'on vous recommande de faire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais qui trouve évidemment ses limites, comme je viens de l'évoquer. Troisième solution qui a été développée plus récemment par le marché, les fameuses clauses FINC et FIC, la deuxième étant une variation de la première. Donc le marché a développé d'abord la Financial Interest Clause, la clause FINC, qui est définie en substance qu'on répute, quand le sinistre ne peut être payé localement, que le préjudice est en fait subi par la maison mère. Et c'est la maison mère qui va percevoir la contre-valeur du montant de l'indemnité locale. Donc ça évite à un assureur de se retrouver confronté au risque d'aller payer localement l'indemnité. La clause FINC, donc variante de la clause FINC, laisse en fait plus de latitude sur le bénéficiaire. Donc ce n'est pas nécessairement la maison mère, ça peut être une filiale, ça peut être une entité intermédiaire entre la maison mère et la filiale victime du sinistre. Ça permet de rapprocher le versement de l'indemnité de la région ou du territoire ou de la division dans laquelle le sinistre s'est produit. Et ça limite les problématiques dont on parlera après sur notamment le traitement comptable et le traitement fiscal de l'indemnité. Évidemment, si le bénéficiaire, donc maison mère ou filiale, décide de transférer l'indemnité à la filiale, par définition, il ne s'agira pas d'indemnité d'assurance. Elle ne pourra pas être considérée comme venant compenser le sinistre et elle risque, dans le pays de la filiale, d'être taxée comme un profit exceptionnel. Donc la clause FINC, là encore, trouve ses limites. Elle trouve ses limites au niveau du versement de l'indemnité à la filiale. Et on le verra, elle trouve aussi ses limites au niveau du siège. On vous conseille de bien regarder votre clause FINC, et là encore, votre courtier est à vos côtés pour vous conseiller. Dans certaines clauses FINC, on prétend que l'indemnité va être versée à 100%. En théorie, la clause FINC, elle devrait être réduite, ou en tout cas l'indemnité FINC devrait être réduite au prorata de l'intérêt financier de la maison mère dans l'entité étrangère. Ça peut notamment soulever le problème des joint ventures ou des participations avec un actionnaire local minoritaire. Également, normalement, l'indemnité FINC sera réduite du montant de la franchise locale et également des recours locaux. Avec une difficulté, c'est que l'assureur ne gère pas le sinistre local. Mais en théorie et dans la pratique des clauses, c'est bien ce qui est stipulé. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la plus belle des clauses FINC ne permet pas de contourner les sanctions internationales. Si effectivement le pays de la filiale affectée par le sinistre est un pays frappé de sanctions, la clause FINC ne pourra permettre le versement de l'indemnité. Généralement, ces clauses stipulent un certain nombre d'obligations à la charge du bénéficiaire. D'abord, une fois encore, l'assureur de la master n'est pas en prise avec la gestion du dossier local, donc il faudra que le bénéficiaire, par l'intermédiaire de la filiale concernée, communique à l'assureur toutes les informations sur le sinistre, sur la gestion du contentieux local éventuel, sur les mises en cause de tiers responsables s'il y en a. Le bénéficiaire, là encore, devra faire en sorte que sa filiale engage tous les recours contre les tiers responsables et s'ils aboutissent, de verser à l'assureur par des moyens à définir. Là encore, ça peut se passer dans des pays un peu compliqués, mais trouver effectivement le moyen de faire parvenir à l'assureur le montant des recours lorsqu'ils auront abouti. Cette clause a, comme toutes ces solutions, un certain nombre de limites. Une fois encore, l'assureur central ne peut intervenir, donc ça veut dire qu'il doit faire confiance soit à son représentant local ou à son correspondant local et à la filiale pour
pour gérer au mieux le sinistre dans l'intérêt des parties. J'en ai parlé, qu'est-ce qui se passe en cas d'accord de joint venture? On ne va pas effectivement pouvoir payer 100% de l'indemnité si la maison mère ne détient par exemple que 50% de la JV. Autre exemple, en RC des mandataires sociaux, si c'est une personne physique qui est mise en cause, dans un pays dans lequel la personne physique ne peut être indemnisée par la personne morale, comment fait-on pour aller verser l'indemnité à la personne physique qui a été mise en cause, voire condamnée? Autre limite, le sort de la filiale. La filiale qui a subi le sinistre est majeur, peut se retrouver en faillite. Est-ce que l'indemnité peut être transformée en augmentation de capital? Oui, dans certains cas. De façon neutre en matière de taxation, sûrement pas. Donc il faut aussi que la filiale, quelque part, ait les ressources financières qui lui permettent de poursuivre son exploitation. Là encore, je me positionne dans un cas de figure où le sinistre serait majeur. Et puis, j'y ai fait allusion tout à l'heure, donc le traitement comptable et fiscal de l'indemnité. Anne-Marie fera allusion tout à l'heure en clôture, mais ça pose là encore un certain nombre de problèmes, et on ne peut qu'inviter les risk managers, s'ils ne l'ont déjà fait, à se rapprocher de leur direction fiscale et comptable pour aborder ce sujet, une fois encore qu'Anne-Marie évoquera. Donc voilà, rapidement brossé 3 types de solutions classiques ou plus récentes qui sont mises en œuvre dans le cadre des programmes internationaux. Et Vladimir va maintenant vous donner quelques exemples sur la complexité de la gestion des sinistres dans le monde anglo-saxon. Merci Renaud. Alors effectivement, on va s'intéresser à l'interaction d'un programme international dans le monde anglo-saxon, puisqu'effectivement, il y a quelques mécanismes qui sont difficiles pour des assureurs d'Europe continentale. Donc on va essayer de les discuter ensemble. La première difficulté à laquelle est confronté l'assureur d'Europe continentale, c'est toutes les restrictions à la communication au sein de l'équipe. Parce qu'effectivement, dans le monde anglo-saxon, en contentieux, les parties ne produisent pas ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas le choix de produire, dans le cadre de l'instance, une pièce plutôt qu'une autre et s'abstenir de produire une pièce qui leur est compromettante. Elles doivent produire l'intégralité des documents qui est en leur possession, que ces éléments soient favorables à leur thèse ou défavorables à leur thèse, pour autant que ces éléments soient en lien avec le litige. C'est ce qu'on appelle la discovery, USA, Canada, Australie, ou la disclosure au Royaume-Uni et à Singapour. Ça, c'est pour les parties à l'instance. Mais le même système existe pour des personnes qui ne sont pas parties à l'instance. Par exemple, dans le cadre d'un accident de la circulation extrêmement grave, la victime va à l'hôpital et est soignée. Eh bien, dans le cadre du litige, bien évidemment, on va s'intéresser à la nature des soins qui ont été prodigués pour évaluer in fine le dommage. Eh bien, à cette occasion, il sera fait une sub poena, c'est le terme qui est consacré, pour demander à l'hôpital de produire l'intégralité des documents qui sont en lien avec l'accident, et donc là, l'entièreté du dossier médical. On le voit, que ça porte le nom de Discovery, Disclosure ou de sub poena, les conséquences sont exactement les mêmes. À partir du moment où il y a un litige, l'intégralité des pièces doivent être produites. Les fondements de ce régime légal de preuve est extrêmement ancien. Ce sont des fondements religieux. Le premier, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, selon lequel on doit se dire la vérité pour être libéré, adage des Templiers qui ne leur a pas porté chance. Et le deuxième, même s'il est apocryphe, il a eu un impact important dans la théorie anglo-saxonne, c'est le proto-évangile de Jacques qui impose de se confesser ses péchés les uns aux autres. Partant de ça, à l'époque médiévale, on allait chercher la vérité dans les entrailles du justiciable, mais ces vraies entrailles. La théorie a quelque peu évolué et à la faveur de la fin du XVIIIe, du XIXe, puis heureusement du XXe pour nous, XXIe aujourd'hui siècle, on va toujours chercher dans les entrailles du justiciable la vérité, mais aujourd'hui on se contente des archives, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique. Les documents, les éléments qui sont soumis à la discovery sont extrêmement vastes.
Ce sont les SMS, les listes d'appels, les courriels, les lettres, tous les brouillons, les factures d'avocats, de conseils divers, si elles n'ont pas suivi le chemin du privilège qu'on va voir dans quelques instants. Les notes, les comptes rendus d'audience. Il y a eu un an et demi en Angleterre, un contentieux retentissant sur des notes qui avaient été prises durant un procès par une paralegal de l'un des deux cabinets qui défendaient le dossier. Et la partie adverse a demandé la communication de ces notes. Alors tout de suite, on a dit non, ce sont les notes d'un cabinet d'avocats, vous ne pouvez pas les produire, etc. Eh bien, le magistrat a considéré que comme il s'agissait de notes relativement fidèles sur ce qui avait été dit durant l'audience, il n'y avait pas de conseil particulier qui était prodigué à un client et qu'en ce sens, ça devait être soumis à la discovery. Mais bien entendu, quand on prend des notes de ce qui nous intéresse. Et donc, l'adversaire a eu connaissance de la stratégie qui était envisagée par son adversaire. Il existe donc un rempart à la discovery, c'est le privilège. Le privilège, c'est un faux ami en termes de vocabulaire, de la confidentialité qu'on peut connaître en France, mais ça reste un dérivé du secret professionnel qui caractérise la relation entre un avocat, dans le monde anglo-saxon, que cet avocat soit externe ou interne, puisque, on en discutera un petit peu tout à l'heure, les entreprises peuvent avoir des avocats internes, in-house counsels, et puis pour les externes, la relation effectivement avec leurs clients. Il existe 3 types de privilèges qui permettent de sécuriser les échanges et d'empêcher que les communications soient adressées aux tiers. C'est le client attorney privilege, le premier, celui auquel on est le plus habitué. C'est la relation qui existe entre un avocat externe et son client, le juriste, pas n'importe qui dans l'entreprise. C'est le work product également, qui là peut être attaché dans une certaine mesure au juriste interne qui, notamment dans une phase pré-contentieuse, fait des recherches sur la réalité ou non d'une réclamation à venir. Et effectivement, on considère que dans ce cas-là, le juriste conseille son client, qui est l'entreprise qui l'emploie. La difficulté qui a surgi avec ce concept du work product attaché au travail d'un juriste interne résulte de l'arrêt AkzoNobel de 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a considéré que les juristes internes, puisqu'ils n'étaient souvent pas avocats, mais même quand ils étaient avocats, pas forcément inscrits à un barreau, ou en tout cas pas indépendants, parce qu'il y avait un lien de subordination entre ce juriste et l'entreprise, n'étaient pas dans cette relation qui caractérise celle, au sens du droit européen continental, la relation entre un avocat et son client. Et dans cette retentissante affaire de droit de la concurrence, il a été considéré que tous les échanges entre ce juriste et l'interne devaient être communiqués à la partie adverse. Alors c'est pour ça qu'on a souvent l'impression que toutes ces questions de privilege et discovery ne concernent que le monde américain ou le monde anglo-saxon. En fait, ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous vous inscrivez dans une activité qui, d'une façon ou d'une autre, peut avoir un lien avec un monde anglo-saxon, vous êtes potentiellement soumis à ce risque de disclosure. Et il y a une question qui est centrale, il y a une question qui n'est pas encore tranchée, peut-être qu'on la tranchera un jour, qui est le point de savoir. Le juriste interne, aux États-Unis, il bénéficie dans certaines conditions du privilège. Le juriste interne, à l'inverse, dans l'Europe continentale, n'en bénéficie pas. Contentieux avec la structure française aux États-Unis, et quel est le droit qu'il faut appliquer? Faut-il appliquer le droit européen qui retient que les échanges de ce juriste ne sont pas privilèges? Faut-il retenir le droit américain ou les droits américains qui pourraient retenir dans certaines conditions un privilège? Vous voyez bien qu'en fonction des intérêts que vous voulez privilégier, si vous souhaitez privilégier la discovery, ce qui est la tendance des juridictions américaines, ou en Californie par exemple, on dit que les tribunaux autorisent la discovery sur tout élément sur lequel le soleil peut briller.
Donc si vous privilégiez une tendance expansionniste de la discovery, vous allez retenir plutôt la conception française ou la conception européenne, alors que si vous êtes dans une conception à tendance plus protectrice du privilège, vous allez retenir éventuellement la tendance américaine, comme quoi ce n'est pas forcément le droit américain qui est le plus redoutable. Il y a un troisième type de privilège dont on discutera tout à l'heure parce qu'il a un impact sur l'assureur et le courtier, qui est le Common Interest Privilege. C'est celui au travers duquel l'assuré a un contentieux avec un tiers. Eh bien, on considère dans certaines circonstances qu'il a un intérêt commun avec d'autres parties. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise avec l'assureur et le courtier, pardon, mais qui peut également se retrouver entre deux défendeurs à une même instance où on considère qu'elles ont un intérêt commun à défendre la réclamation du tiers. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ce qui est terrible avec la discovery, c'est que la partie qui excipe du caractère privilège d'une communication, c'est elle qui est demanderesse au privilège. C'est-à-dire que le principe n'est pas celui de la confidentialité, au contraire, le principe est celui de l'obligation de communiquer. Donc si vous soulevez le fait que votre communication est privilège, ça va être à vous de démontrer au magistrat qu'effectivement, selon une foultitude de critères qui varient en fonction des États dans lesquels vous êtes, il y a 50 droits de la discovery aux États-Unis, d'expliquer au magistrat pourquoi ce document est privilège. La partie adverse, bien sûr, fera part de ses observations, le juge les entendra, mais le magistrat statuera d'abord sur ce que vous direz. S'il n'est pas convaincu par les éléments que vous avancez pour soutenir la nature privilège de la communication, quelque part, il n'écoutera même pas la partie adverse, il ordonnera la communication du document en question. Il y a un élément extrêmement important avec la discovery, c'est celle du coût. Un petit dossier en France, qu'est-ce que ça c'est du début à la fin, entre 5 et 15 000 euros. Le même petit dossier, mais dans un contexte anglo-saxon, et là c'est du vécu, juste sur la partie discovery, je ne vous parle pas de la phase d'avant et la phase d'après, juste sur la discovery, on a payé 40 000 $, juste sur la discovery. Des dossiers moyens, entre 20 et 60 000 euros en France, et bien là on dépasse le cap des 100 000 $ et on peut monter. Et pour les très gros dossiers, l'un des plus gros dossiers de discovery que j'ai connu, il y avait des millions de documents, on a payé 4 millions, un peu plus de 4 millions de $, sur une enveloppe totale de défense de 9,5 millions. Donc c'est absolument considérable. Donc contrariété d'intérêt et intérêt commun. L'habitude que nous avons en France, c'est que tout le monde discute avec tout le monde joyeusement de tout et n'importe quoi. On va parler de la responsabilité, on va parler à quel point on est responsable, le courtier avec l'assureur avec le réassureur, éventuellement directement avec l'assuré, en interne, éventuellement en local, avec l'expert technique qui a été missionné par l'assureur, on verra, c'est un point important. Bref, il y a un grand sens de la communication dans l'Hexagone. Mais cette pratique, malheureusement, s'inscrit très mal dans les exigences du droit anglais et américain et des autres droits anglo-saxons, puisque, en phase contentieuse, tout ce qui ne transite pas par le biais de l'avocat désigné n'est pas privilège dans 95% des cas. C'est-à-dire que l'avocat qui est désigné par une des parties intéressées, s'il n'est pas le destinataire de l'élément et qu'on lui demande un conseil ou un avis et que celui-ci ensuite se retourne vers l'assureur, etc., pour assurer la gestion, si on ne suit pas ce canal-là et qu'on suit un chemin plus continental, d'une communication directe assuré-assureur, eh bien cet élément ne sera pas privilège. Et donc, il sera soumis à la discovery. Pourquoi ? Deux raisons à cela. La première, c'est que, notamment aux États-Unis, l'assureur n'est jamais considéré comme le client de l'avocat de l'assuré. Le client de l'avocat de l'assuré, c'est l'assuré.
Il peut éventuellement avoir l'assureur qui est dans les parages, mais il y a un a priori d'une contrariété d'intérêt entre l'assureur et l'assuré. Ils peuvent avoir cependant des points sur lesquels ils se rejoignent pour la défense de la réclamation qui est portée contre l'assuré. C'est ce qu'on appelle l'intérêt commun. Dans ce cas-là, l'assureur doit désigner son propre avocat, lequel avocat échangera avec l'avocat de l'assuré. Et ce chemin, assuré, avocat d'assuré, avocat d'assuré, avocat d'assureur, avocat d'assureur, assureur, permettra de conserver la nature privilège du document. Pour autant que, et c'est un point important, je pense que c'est sur le slide d'après qu'on va discuter de ça, pour autant que l'intérêt commun persiste. C'est-à-dire que si à un moment, dans la gestion du sinistre, l'assureur se rend compte qu'il y a une clause d'exclusion ou que le risque n'est pas garanti, il doit tout de suite en informer son assuré parce que à ce moment précis, au moment où l'assureur se rend compte que en fait, la réclamation n'est pas couverte, il ne peut plus y avoir d'intérêt commun, puisqu'effectivement l'assureur ne défend plus la réclamation qu'il aura à garantir. Cet intérêt commun doit être consigné par écrit. Et ça, on le retrouve, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, à Singapour et dans d'autres pays anglo-saxons. Donc il faut rédiger un protocole, un accord sur l'intérêt commun. La grande différence, quant à l'intérêt commun, elle réside dans les échanges possibles avec le courtier. En Angleterre, dans une certaine mesure, le courtier participe de temps en temps à la gestion de sinistres. Donc le marché local et les juridictions sont habitués à ce que le courtier offre une prestation de conseil à l'assuré. Il n'est pas simplement placeur. Alors qu'aux États-Unis, le courtier est quasi exclusivement placeur et il n'intervient qu'au moment de l'indemnisation s'il y a une discussion sur la limite de garantie éventuellement applicable. Mais il n'a pas de rôle en matière de gestion. La conséquence de tout ça sur un plan judiciaire et juridique, c'est que les tribunaux, notamment américains, ont retenu que le courtier n'ayant pas de rôle dans la gestion du sinistre, ne prodiguant pas de conseils utiles à la défense du dossier, il ne peut pas bénéficier d'un privilège. Alors il y a quelques décisions ici et là, il y en a deux je crois dans le Texas, il y en a une dans l'Arkansas, où dans des cas très particuliers, le conseil qui a été prodigué par l'avocat n'a pu l'être qu'au travers du concours du courtier. Et à ce moment-là, effectivement, on considère qu'il doit y avoir un privilège dans ces échanges. Mais sinon, il n'y a pas de privilège avec le courtier. Et si vous échangez avec le courtier, par écrit, par oral, s'il est convié à une réunion, tout ce qui aura été dit ou écrit en présence du courtier aux États-Unis devra être communiqué aux parties adverses. L'expertise technique à laquelle on est extrêmement habitué en France, en Europe continentale, où l'assureur va désigner l'expert. Bien, dans la pratique anglo-saxonne, l'expert, il n'est, même si ça va peut-être en surprendre un certain nombre d'entre vous, il n'est pas là pour conseiller le client. L'expert, il est là pour assister l'avocat dans l'élaboration d'une défense juridique assise sur une défense technique. Donc, c'est l'avocat de l'assureur, l'avocat de l'assuré, qui va lui-même missionner un expert, bien sûr en accord avec son client, mais c'est l'avocat qui va missionner l'expert. Et cet expert n'aura d'échange qu'avec l'avocat. Il n'aura aucun échange direct avec l'assureur ou l'assuré. L'ensemble de ces échanges directs perdant le bénéfice de la qualité de privilège. Perdant le bénéfice de la qualité de privilège, c'est à communiquer dans le cadre de la discovery aux autres parties. Et là, sur cet expert technique, il y a un sujet de vocabulaire qui peut paraître n'être que de vocabulaire, mais qui a des conséquences extrêmement importantes, notamment aux États-Unis. C'est la qualification de loss adjuster. Un loss adjuster, dans la conception anglaise, américaine, normalement, ne fournit pas d'avis, de conseils. Il gère,
mais il ne fournit pas d'avis ou de conseil. Ne fournissant pas d'avis ou de conseil, il ne participe pas en tant que tel à la défense du dossier. Donc lorsque l'on missionne aux États-Unis un expert technique, on ne missionne pas un loss adjuster, on missionne un technical advisor. Et dans les lettres de mission, parfois vu dans des parties adverses, petite erreur de rédaction, c'est pas du tout la même chose. Et les conséquences sont absolument dramatiques. Donc les échanges avec le loss adjuster, hormis des cas très très rares, ne sont jamais privilèges. Ceux avec l'expert technique, technical advisor, le sont dans les conditions que je vous ai indiquées. Mais il y a dans les procédures anglo-saxonnes une troisième catégorie, une deuxième catégorie d'experts, qui sont les experts witnesses. Les experts witnesses sont des spécialistes de la sous-question, puisqu'il ne faut pas prendre un généraliste, il faut prendre un vrai spécialiste de la sous-question. Et ils sont là pour apporter des preuves techniques lors du procès. Dans un environnement anglo-saxon, il n'y a pas d'expertise judiciaire. Les parties arrivent au procès avec leurs preuves techniques, leurs rapports d'experts. C'est une bataille d'experts à la barre qui sont déposés par la partie qui les a missionnés, qui sont cross-examinés par la partie adverse, et ensuite le juge, dans sa grande sagesse, se fait une opinion sur le rapport qui a la plus grande force et qui emportera sa conviction sur les responsabilités techniques. Tous les échanges avec l'expert witnesses, puisque le rapport de l'expert a vocation à être communiqué à la barre, aux autres parties, tous ces échanges ne peuvent être privilèges. Ils sont nécessairement discoverables. Donc tout ce que vous communiquez à l'expert, tout ce que vous dites à l'expert, doit l'être également aux autres parties. Et la conséquence, l'une des autres conséquences de ce que tout ce qui est dit à l'expert doit être communiqué aux parties adverses, c'est que, avant que l'expert ne finalise son draft et qu'on aille vers la déposition devant le tribunal, il y a des séances de briefing où on challenge l'expert sur son analyse, sur les conclusions, etc. Mais il faut faire extrêmement attention que les questions qui sont formulées à cet expert ne soient pas des questions fermées. Si ce sont des questions fermées, le magistrat considérera que ce sont des leading questions. Étant des leading questions, l'expert ne remet pas un avis indépendant. Ne remettant pas un avis indépendant, son rapport n'a aucune valeur. Et donc, c'est une espèce de jeu de pirouette pendant les journées de briefing de l'expert, où par des périphrases improbables, on essaye de poser une question qui soit suffisamment ouverte pour que l'expert rende un avis non dirigé et que son rapport ait une quelconque valeur. Autre élément d'étonnement pour les premiers dossiers aux États-Unis, c'est celle de l'obligation de la communication des polices d'assurance. Lorsqu'un assuré est attrait devant une juridiction américaine, et principalement devant la juridiction fédérale, parce qu'aux États-Unis il y a donc le niveau fédéral et le niveau local, l'une des premières obligations des parties, en défense, c'est de communiquer l'intégralité des polices. L'intégralité des polices souscrites localement sur le territoire américain, mais également l'intégralité des polices souscrites dont cet assuré local américain bénéficie. Ça veut dire l'intégralité de la tour d'assurance sans limite, ce qui au passage, si les polices ne contiennent pas par exemple la clause FINC ou FIC dont a parlé Renaud tout à l'heure, vous révélez une intervention en non-admis sur le territoire américain. Si vous ne communiquez pas ces polices, le risque est absolument gigantesque, puisque la transaction que vous aurez éventuellement conclue avec le tiers victime sera nulle, et donc le litige repart devant le tribunal. Bien entendu, comme vous n'avez pas dit la vérité, eh bien, vous aurez une très jolie condamnation bien plus élevée que ce que vous auriez pu avoir initialement. Et si un jugement a été rendu sur la base de l'équilibre économique assurantiel dans lequel le défendeur était, le magistrat va considérer qu'il n'avait pas en main tous les éléments d'information nécessaires pour apprécier la condamnation qui pouvait être effectivement
prononcer à l'encontre de notre assuré sans faire disparaître cette société. Et donc, le jugement disparaît et une nouvelle procédure est engagée. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, qui est un process long, dans la mesure où la communication des polices d'assurance, se heurte à la loi de blocage de 1968 qui interdit pour les entreprises françaises de communiquer à l'étranger les éléments de nature financière, secret industriel, etc., etc. Et si vous ne faites pas, l'entreprise française et ses conseils sont passibles de sanctions. Et d'ailleurs, le seul exemple de condamnation sur le fondement de la loi de blocage, c'était un avocat qui avait communiqué aux États-Unis un élément de nature financière qu'il n'aurait pas dû, selon le procureur. Mais si vous montrez au procureur de la République que vous avez défendu le dossier pour ne pas avoir à produire au travers de motions, eh bien, normalement, on peut espérer que le procureur français ne poursuivra pas l'infraction. Il y a quand même une infraction. Mais il y a des justificatifs, et vous ne ferez que exécuter la décision que vous aurez provoquée d'un magistrat américain vous ordonnant de produire telle et telle police. Le positionnement de l'assureur sur les garanties est un véritable chemin de croix. La première étape, c'est celle du duty to defend. Lorsque l'assuré reçoit l'assignation, ou la petition, ou le summon, ça dépend des États, il doit immédiatement la communiquer à l'assureur pour que celui-ci se prononce dans un délai extrêmement court sur son duty to defend. Son duty to defend, c'est l'obligation qui pèse sur l'assureur de défendre la réclamation, autrement dit de payer les frais d'avocat. Il doit se prononcer uniquement sur l'assignation, aucun autre document. On the four corners of the pages, comme disent les Américains. C'est vraiment sur l'assignation elle-même et aucun autre document que l'assureur doit se prononcer. Si l'assureur admet être débiteur d'un duty to defend, comme il doit cette défense, on considère que il y a une relation d'intérêt commun et donc un privilège est possible dans les échanges entre l'assuré et l'assureur. Et à ce moment-là, l'avocat de l'assuré, et c'est fait partie des obligations de l'assuré, doit communiquer l'intégralité des pièces qu'il a en sa possession à l'assureur pour que celui-ci se prononce effectivement sur la mobilisation éventuelle des garanties. C'est la Reservation of Rights Letter. L'assureur est obligé de rédiger ce courrier, qui est un courrier absolument passionnant, entre 25 et 50 pages. Première partie, les faits. Deuxième partie, la procédure. Troisième partie, copier-coller de la police. Bon. Mais c'est une étape obligatoire. Et puis à la fin, il y a la petite phrase, quand bien même on aurait fait un copier-coller intégral de la police, on dit « Et si j'avais oublié quelque chose, je me réserve le droit de le soulever. » Bon. La raison sectorielle de cette obligation qui pèse sur l'assureur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas, il n'y a pas de courtier gestionnaire aux États-Unis. Donc la seule information que reçoit un assuré sur son contrat d'assurance ne vient pas du courtier, vient de l'assureur. Et donc les juridictions ont développé cette théorie sur la Reservation of Rights Letter pour informer l'assuré. Et la vie du dossier se poursuit jusqu'au jour de l'indemnisation. L'assureur aura participé plus ou moins au suivi du dossier, même si généralement les assureurs américains sont beaucoup plus en retrait que les assureurs français, qui sont généralement au contact de la réclamation et souhaitent diriger la défense. Et on va jusqu'au chemin de l'indemnisation. Et ce chemin vers l'indemnisation, qui commence donc par ce duty to defend, a conduit à des situations compliquées. Un exemple, celui d'une police D&O, où l'assureur n'avait pas d'obligation de prendre en charge les frais de défense. N'ayant pas d'obligation de prendre en charge les frais de défense, il n'avait pas de duty to defend. N'ayant pas de duty to defend, il ne pouvait pas y avoir de privilège. Ne pouvant y avoir de privilège, tout ce qui a été communiqué à l'assureur était dès lors communicable aux autres parties au travers de la discovery. C'était une décision extrêmement dure.
L'autre notion qui terrorise tous les assureurs, que ce soit les assureurs américains ou les assureurs d'Europe continentale, c'est celui de la bad faith. La bad faith est un concept américain qui a commencé à émerger dans les années 50 et notamment en 1957 avec un arrêt Pacifique dans lequel on a retenu que compte tenu de ce contexte dans lequel l'assuré ne bénéficie pas du support d'un courtier gestionnaire, l'assureur était débiteur d'une obligation d'extrême bonne foi et qu'il ne pouvait pas sacrifier les intérêts de l'assuré pour préserver ses propres intérêts. Et dans ce cas-là, si le magistrat retient que les intérêts de l'assuré ont été injustement sacrifiés, on retiendra la bad faith. La conséquence, elle est terrible pour l'assureur, parce que la bad faith n'est pas un élément de responsabilité contractuelle, c'est un élément de responsabilité extra-contractuelle, c'est un tort. Étant un tort, l'assureur ne bénéficie pas des limitations de garantie de la police. Donc, il est condamné à indemniser sans limite. Il doit compenser le préjudice intégral de son assuré. Donc, les conséquences sont extrêmement lourdes. Il y a à l'inverse le cas de bad faith, mais beaucoup plus rare en jurisprudence, pour l'assuré, ou à l'inverse, si l'assuré n'est pas d'extrême bonne foi à l'égard de son assureur, qu'il a caché des documents qui ont été communiqués dans le cadre de la discovery par exemple, qu'il n'a pas informé son assureur d'une analyse technique qui avait été faite en interne et qui change l'appréciation du risque et l'opportunité d'aller vers une transaction, l'assureur peut être déchargé de son obligation à indemniser. Mais bien évidemment, c'est beaucoup plus rare. Dernier sujet dont on va discuter ensemble cet après-midi, c'est celui des dommages punitifs, qui est un autre sujet qui terrorise nombre d'assureurs et de courtiers en Europe continentale. Le dommage punitif, c'est le passage du compensatoire vers le punitif, de la réparation vers la sanction. Mais il ne faut pas s'affoler outre mesure sur les dommages punitifs. D'abord, ce n'est pas généralisé au monde anglo-saxon. C'est apparu d'abord en Angleterre, où ils existent, mais dans un cadre extrêmement limité. On compte les décisions et les dommages punitifs sur les doigts d'une main. Là où ils ont connu un essor, c'est sur une terre un peu plus fertile que sont les États-Unis, mais on le verra tout à l'heure, pas dans tous les États. En Australie, par exemple, il n'y a pas de dommages punitifs. En Nouvelle-Zélande, il y en a, mais ils sont extrêmement limités. Au Canada, c'est simplement l'Ontario. Et Singapour, on n'a référencé qu'une seule affaire dans laquelle un médecin a été condamné à des dommages punitifs parce qu'il avait détruit, on a réussi à prouver qu'il avait détruit une partie du dossier médical qui établissait sa responsabilité. Et dans ce cas extrêmement précis, des dommages punitifs ont été alloués. Les dommages punitifs, ils posent une première difficulté pour celui qui en excipe, qui est qu'il doit démontrer que le défendeur a agi de manière volontaire, intentionnelle, malveillante ou avec une particulière imprudence. On est aux confins du dol. Ce n'est pas tous les jours qu'un assuré est allé spécialement rechercher la commission d'un dommage, a cherché à créer le dommage pour le tiers, et les législations, qu'elles soient écrites ou jurisprudentielles des États américains, sont là-dessus extrêmement fermes, et on n'alloue pas comme ça des dommages et intérêts à tort et à travers. C'est par exemple le cas du Texas. On pourrait croire que c'est un État un petit peu agressif en termes de responsabilité. Bien non, pas de préjugés, encore une fois. C'est un État qui regarde dans le détail le contexte dans lequel le dommage est intervenu pour voir si il faut allouer des dommages intérêts ou non. Certains États en interdisent l'assurabilité, 18 États, et une petite dizaine d'États les interdisent totalement. Donc l'existence des dommages punitifs aux États-Unis n'est pas la règle. Il y a également un autre élément important qui est celui de la quantification
de ces dommages. Pendant très longtemps, la Cour suprême des États-Unis a opéré un contrôle qui a eu tendance à glisser d'un ratio de 1 pour les dommages compensatoires à 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Elle a jugé quand même qu'un ratio de 1 à 400 était un petit peu exagéré. Mais on est quand même redescendu à un ratio de 1 pour 150. Bon. Mais elle contrôlait quand même, c'était une affaire très particulière de pollution pétrolière, mais elle contrôlait quand même. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la Cour suprême contrôle de moins en moins le ratio entre le dommage compensatoire et les dommages punitifs. L'assurabilité des dommages punitifs, elle pose 3 questions au niveau de la master. Elle pose la première de savoir si ces dommages punitifs sont assurables localement. S'ils ne sont pas assurables localement, l'assureur master ou excess ne peut pas couvrir localement. C'est l'impact premier d'une première loi de police. Deuxièmement, l'assureur master doit vérifier que son droit national accepte l'assurabilité des dommages punitifs. Et en France, jusqu'en 2010, la Cour de cassation considérait que c'était contraire à l'ordre public. Et jusque-là, elle interdisait donc la couverture par les polices françaises, les polices relevant du droit français, des dommages et intérêts punitifs. Donc il faut appliquer 2 lois de police de 2 ordres juridiques différents, le local et celui de la loi applicable à la master. Et le troisième sujet, notamment pour les polices soumises au droit français, qui n'est pas résolu puisque depuis l'arrêt de 2010, la Cour de cassation considère que ce n'est pas contraire à l'ordre public, pour autant qu'il y ait une juste proportion entre le compensatoire et le punitif, sans nous dire ce que c'est qu'une juste proportion, sympa. Donc probablement qu'un ratio de 0,5 à 1 entre les deux pourrait être considéré comme proportionné, encore qu'on ne sait pas. Au-delà, il y a un risque que ça soit considéré comme disproportionné, mais l'assuré et l'assureur ne peuvent pas décider d'eux-mêmes que sur une condamnation d'un poste éventuellement garanti, il va en prendre un certain montant. Il prend tout, il ne prend rien. Donc aujourd'hui, il y a un risque que si l'assureur ne prenait un certain montant, ça soit considéré comme contraire à l'ordre public. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications brillantes. Bien sûr, sur le fond, nous préconisons les programmes internationaux comme étant la meilleure des solutions, néanmoins, pour les couvertures d'un groupe. Nous avons juste voulu attirer votre attention sur quelques points spécifiques qui méritent d'être regardés de près. Mais sur le fond, ça reste aujourd'hui la meilleure garantie pour un groupe de garantie homogène dans le monde entier. Je voudrais rajouter un point d'attention qui concerne le sujet fiscal. Nous avons effectivement pu interviewer un avocat fiscaliste spécialisé sur ces sujets et sur l'intervention des indemnisations à partir des maisons mères directement vers des filiales ou vers la holding dans des pays dans lesquels il n'était pas facile de faire payer ou dans lesquels il a fallu faire payer des compléments d'indemnisation. Et il a attiré notre attention sur quelques points. Le premier, c'est la nécessité absolue d'un parallélisme des flux de primes et des flux de sinistres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire payer des sinistres quelque part, même si c'est en complément d'indemnisation locale, il est très important qu'il y ait eu à un moment un flux de primes correspondant à ce flux de sinistres. Le deuxième, c'est la contractualisation de ce parallélisme. En effet, il nous a conseillé de revoir les accords mère-filiale, par exemple, pour vérifier la manière dont étaient rédigés les sujets assurance. Donc, non seulement cette refacturation prime sinistre, cette refacturation de prime face à des paiements de sinistre, mais aussi une convention explicite entre la société mère et ses filiales, ou l'introduction explicite de ce sujet dans le cadre de conventions de management fees, par exemple, et surtout d'éviter les mandats opaques et préconiser la transparence. Si on ne peut pas constater de charge face à une indemnité, si on ne peut pas constater qu'elle a un fondement juridique, le produit sera taxable aux bornes des groupes. Il faut aussi être très clair, d'après cet avocat, vis-à-vis de l'assureur, sur les relations mère-filiale, afin que l'assureur indemnise la filiale qui sera demandeuse.
Sinon, il devra indemniser la société mère, et à ce moment-là, c'est la société mère qui devra subventionner sa filiale ou intervenir avec une augmentation par le moyen d'une augmentation de capital ou tout autre moyen. Et là, on retombe dans un domaine très taxable. L'avocat préconisait aussi éventuellement de prévoir une délégation de paiement dans le contrat d'assurance permettant le paiement direct par l'assureur master à une filiale locale. Voilà, donc à titre de manière d'interpeller la salle, je voudrais juste vous demander si de votre côté vous avez, vous, documenté ces relations mère-filiale. Je dois dire que chez nous, c'était un sujet qui n'avait pas été traité de cette manière-là. Voilà, donc je vous laisse la parole. Si vous avez quelques questions, on a encore quelques minutes pour répondre à des questions. Mais ce sujet de documentation des relations mère-filiale sur le sujet des indemnisations, enfin de la gestion d'assurance en général et de l'indemnisation, nous a paru important. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas tellement. Si. Voilà. Oui, juste une question sur les applications des DICDIL. À partir du moment où on est en programme intégré, et que l'assureur local est soit une filiale de la compagnie master, soit une compagnie correspondante de la compagnie master, est-ce qu'il y a une impossibilité à ce que les règlements au titre de la DICDIL transitent directement par l'assureur local, compte tenu du fait qu'il s'agit du même assureur avec sa propre filiale? Je peux répondre sur le principe général. Ça va dépendre évidemment du cas de figure. Si on parle d'une police locale à 2 millions et d'une intervention en différence de limite de 50 millions, ça va être très très compliqué pour l'assureur local de faire accroire qu'il peut payer 50 millions quand il est engagé à hauteur de 2. Donc il y a une limite évidente, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. On a souvent considéré la DIC-DIL comme étant une panacée, et en fait, quand bien même localement, c'est le même assureur, et quand bien même cet assureur est réassuré par l'assureur master, on ne peut pas faire transiter de façon discrète ou de façon sécure des montants très importants quand il s'agit de DIC ou DIL. S'il s'agit d'un cas frontière avec le même assureur en local et en centrale, avec une police qui n'est peut-être pas complètement claire, une garantie qui est clairement acquise au titre de la master et qui pourrait éventuellement être acquise au titre de la locale, pour un montant relativement modique, ça pourra passer. Mais si on parle d'un sinistre majeur, dans un certain nombre de pays, l'assureur, il y a aussi plein de cas de figure. L'assureur vis-à-vis des autorités de contrôle, comme vis-à-vis de ses autorités fiscales locales, ne pourra pas expliquer comment il paye 50 quand il est engagé à 2. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Léopold? C'est pas Bonjour, je m'appelle Karel Rouanette, je suis partie du cabinet Grenier Avocat. J'ai une question sur les interactions entre le programme, enfin, la police master et une police locale, pour avoir votre sentiment. Dans l'hypothèse suivante, donc vous avez une police master traditionnellement en DICDIL, différence notamment de limites, elle s'applique en cas d'épuisement, enfin de complément d'épuisement de garantie par ailleurs. Et vous avez une police locale qui est une police umbrella, donc qui est aussi une police de type DICDIL qui s'applique en cas d'épuisement de complément ou d'épuisement de garantie par ailleurs. Et donc dans ce cas-là, comment vous faites? Quel est votre avis pour résoudre la situation de ces deux garanties, sachant que chacun pourrait estimer que c'est la police de l'autre qui doit s'appliquer en premier avant que la sienne s'applique. Sachant que je rajoute, on serait dans une hypothèse où le souscripteur serait différent. Donc il n'y aurait pas au sens de l'article L121.4 du Code des assurances, il n'y aurait pas de cumul d'assurance qui permettre
de répartir l'indemnité entre les différents assureurs, puisque, comme vous le savez, vous êtes à même de souscrire deux polices, pas cumul de façon volontaire, mais deux polices Dick Deal qui s'appliquent par ailleurs. Vous pouvez les souscrire, c'est votre droit de choisir une police qui s'appliquerait que s'il n'y en a pas une autre que vous souscrivez qui s'applique par ailleurs. Comment vous faites dans ce cas-là ? Alors la question du cumul est une seconde question que celle que vous avez évoquée en premier, la question du cumul d'assurance et les interactions avec une master, notamment française. C'est une question extrêmement compliquée lorsque votre master est en interaction avec une police de droit UK ou de droit singapourien, par exemple, où effectivement, dans certaines conditions, on peut considérer qu'il y a un cumul avec des souscripteurs différents. En droit UK. Mais voilà. Sur la première question, qui est celle d'un programme local avec une umbrella, et j'imagine une première ligne, et une master group, c'est une hypothèse très classique aux États-Unis pour les grands groupes qui effectivement souscrivent un programme nord-américain pour les filiales locales avec une ligne, deux lignes, et au-dessus éventuellement une umbrella, peut-être pas de deuxième ligne, mais une umbrella. Et au-dessus, la maison mère souscrit une police master qui va, avec la Dick Deal, lisser tout ça au niveau monde. Bon, sans rentrer, parce que le schéma assurantiel pratique dans lequel se pose cette question fait qu'aux États-Unis, vous êtes souvent en base occurrence, alors qu'en France, vous êtes en base claims-med, ce qui, sur les années d'assurance, donne lieu à d'autres questions compliquées. Mais sur la question de l'articulation, si la police master est correctement rédigée, elle ne peut intervenir qu'après épuisement des lignes sous-jacentes locales, et donc la première ligne à X centaines ou millions de dollars, et au-dessus l'umbrella locale. La master n'intervenant ensuite que en Dick Deal, après épuisement du local. D'accord, sachant qu'on est dans un programme non intégré et que la police umbrella est souscrite par ailleurs. C'est quand même le bon sens qui laisse entendre dans ce cas-là que les lignes locales s'appliquent en premier, l'umbrella locale juste après, et les contrats master du groupe viendraient en complément. Si ce n'est pas rédigé dans ce sens, le bon sens impose quand même cette logique-là au niveau d'un groupe. En tout cas, dans la plupart des police masters, ça doit être clairement stipulé, et on indique effectivement clairement qu'il s'agit d'un programme, intégré ou non. On décrit les pays dans lesquels des polices locales sont émises. On stipule qu'effectivement, ces polices ont vocation à intervenir au premier chef, que la police master va intervenir partout où c'est possible en différence de conditions et différence de limites. Et stipule aussi généralement, quand il s'agit de garanties épuisables, type responsabilité civile après livraison ou responsabilité civile professionnelle, que les limites de la police master peuvent être érodées par l'accumulation des polices locales. C'est opposable aux souscripteurs de la maison mère, c'est évidemment pas opposable, et ça repose aussi un problème que vous évoquiez aux souscripteurs locaux. Mais on essaye effectivement par ces mécanismes de bien définir le modus operandi entre police locale et police master. Mais c'est jamais parfait et c'est jamais étanche à 100%, et ça se heurte de toute façon au problème qu'on évoquait tout à l'heure dans les pays dans lesquels le non-admis est prohibé. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Oui, là. Monsieur. Très bien. On prendra les deux. Oui, excusez-moi, Damien Dessouche. Je voulais compléter par rapport à la question initiale de mon voisin. Là. Parce que vous avez dit qu'une police master qui intervenait en Dick Deal, l'assureur local dans un programme intégré ne pouvait pas verser l'indemnité. Or, normalement, dans une police locale, dans un programme master, les primes Dick Deal sont identifiées et il me semble que pour les US, on peut aussi verser localement les taxes qui sont dues. Donc si on respecte tout ce schéma-là, est-ce qu'on peut quand même obtenir un versement par l'assureur mondial du programme intégré sur la police locale de cette indemnité de la master? Dans tous les pays dans lesquels l'assurance non admise est autorisée, il n'y a aucun problème de paiement
à partir du pays du siège jusqu'à la filiale locale. Je me situais uniquement dans l'hypothèse où on était dans un pays où l'assurance non admise était prohibée. Et je crois que c'était la question de monsieur. Et je crois que monsieur faisait allusion à certains mécanismes qui ont pu être décrits ou imaginés, qui étaient, si je ne peux pas le payer directement à la filiale, peut-être que je peux faire transiter le règlement par mon représentant, qui est l'assureur local. C'était bien dans un cas de figure où on est dans un pays où l'assurance non admise est prohibée. Et là encore, ça dépend en fait du cas de figure et du montant de l'indemnité et de la typologie du sinistre. Mais à contrario, les cas que vous évoquiez, tous les pays dans lesquels, moyennant paiement d'une taxe, notamment une excess and surplus tax aux États-Unis, il n'y a pas de problème pour l'assureur du pays de la maison mère à régler directement la filiale. Les problématiques qu'on a décrites sont vraiment pour les pays, et ils sont nombreux, qui prohibent l'assurance non admise. Oui, un petit complément de question sur la gestion des sinistres. Lorsque sur une gestion de sinistre dans le droit anglo-saxon, vous avez précisé toutes les contraintes qui s'appliquaient au loss adjuster, les contraintes de privilèges et autres, dès lors que la master va intervenir, donc effectivement là, à partir de la France, est-ce que ces contraintes vont continuer à subsister ou est-ce qu'effectivement on va se retrouver dans une relation classique assureur, assuré, courtier dans la gestion de la différence de conditions et de limites? Les règles qui s'appliquent à la gestion d'un sinistre, elles sont locales. C'est-à-dire que l'assureur qui est confronté à un sinistre aux États-Unis, notamment en matière de discovery privilege, devra respecter la législation locale s'il veut que l'échange reste confidentiel. Mais si le fait que sa police soit soumise à un autre droit n'est pas une exception à l'application de la discovery, puisque c'est une loi de procédure, la discovery, donc une loi locale. Les documents sont à communiquer localement à la charge de l'assuré, pas encore de l'assureur. Il peut faire l'objet d'une subpoena, par exemple, mais c'est à la charge de l'assuré. Et un point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les procédures anglo-saxonnes, l'avocat, sur l'aspect très spécifique de la discovery, prend tout son rôle d'auxiliaire de justice.